Donc, on se retrouve pour ce premier web rendez-vous pédagogique de l'année, ludifier son enseignement, pourquoi et comment, avec un retour d'expérience. Donc, on est ensemble jusqu'à 16 heures. Alors, rapidement, je vais vous donner quelques consignes pour le bon fonctionnement de ce web rendez-vous. Donc, vous avez vu que il est enregistré pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous euh, de manière synchrone. Donc, si vous refusez votre droit à l'image, bah, merci d'éteindre votre vidéo et votre micro pour ne pas apparaître sur l'enregistrement. On vous demandera aussi d'éteindre tous votre micro pour pas qu'il y ait des bruits parasites et de ne l'ouvrir que quand vous aurez à intervenir. Alors, ce web rendez-vous est organisé par le CEPSUP. Qu'est-ce que le CEPSUP? C'est le collectif d'éclairage pédagogique dans le supérieur, auquel participent des ingénieurs et des conseillers pédagogiques des différents établissements qui apparaissent. Bonjour. Et, bonjour. Et aujourd'hui, plus particulièrement, donc, les animateurs, c'est Florian Bosson de Lyon 2. Tu peux nous faire peut-être un petit coucou, qu'on te voit. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc moi-même de Lyon 1 à ICAP et Jean-Yves Poitras qui est responsable du service pédagogie de Lyon 2. Bonjour. Donc notre invité du jour, et je me remercie chaleureusement d'avoir accepté de faire un retour d'expérience aujourd'hui, c'est le professeur Arnaud Salvador qui enseigne à Lyon 1 en chimie dans différents contexte, donc le master chimie physique analytique, le master de chimie et la licence professionnelle technique analytique à l'IUT. Donc, pour améliorer l'engagement de ses étudiants, il diversifie beaucoup ses pratiques pédagogiques et propose depuis de nombreuses années des activités pédagogiques euh, diverses, donc des activités ludifiées, des jeux spécifiques qu'il a créés. Alors, l'objectif de ce web rendez-vous, ça va être d'identifier les intérêts, les limites de ludifier ces enseignements. Et on verra aussi un guide pour concevoir, animer et évaluer un jeu, une activité ludopédagogique. Et du coup, vous êtes à peu près 80, vous êtes inscrits sur ce web rendez-vous. Et il y en a à peu près. Donc, on vous avait posé une question par rapport à votre expérience dans la ludification. Donc, il y en a à peu près la moitié qui n'ont jamais essayé mais qui ont envie de se lancer, une petite moitié d'entre vous. Et l'autre moitié qui l'a déjà utilisé plus ou moins fréquemment avec ses étudiants. Tout d'abord, on voulait clarifier quelques notions de vocabulaire pour commencer ce web rendez-vous. Donc, on a mis en titre ludifier son enseignement. Donc, le terme ludifier dans ce web rendez-vous. Mais on va aussi bien s'intéresser à la ludification, qu'on nomme aussi, on trouve des fois le terme gamification, pardon. On va autant s'intéresser à la ludification, pardon, qu'aux activités ludopédagogiques. Alors, quelle différence on fait? Bah, la ludification, en fait, c'est mettre des éléments ludiques dans un contexte non ludique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ressembler à un jeu quelque chose qui n'en est pas un, en empruntant des éléments structurels du jeu, comme le design, les récompenses, ça peut être de mettre des badges, des points, etc. Donc, dans une première partie du web rendez-vous, Arnaud va nous faire retour d'expérience sur des éléments vraiment de ludification. Et dans une seconde partie, nous fera plus retour d'expérience sur des activités ludopédagogiques. On parle parfois de jeux sérieux. Donc, c'est des activités ludopédagogiques qui peuvent être dans un environnement numérique ou pas. Et qu'est-ce qu'une activité ludopédagogique? Là, c'est au contraire, on est dans un jeu, dans un contexte ludique, et on joue avec des éléments qui sont non ludiques. Donc là, on aura un retour d'expérience d'Arnaud sur un jeu de plateau qu'il a créé. Alors on voit là qu'entre la ludification et les activités ludopédagogiques, on peut presque mettre en parallèle qu'en termes de temps passé pour faire,
ça sera bien différent, hein, parce que des éléments ludiques, on peut mettre quelques minutes à les concevoir. C'est très rapide et très simple à concevoir. Alors que pour une activité ludopédagogique, ça pourrait être un temps plus important pour sa conception. Une fois ces éléments de clarification, je vous propose, pour commencer à vous questionner, une activité de réflexion sur, sur, à votre avis, les intérêts et les points de vigilance par rapport à la ludification ou la création d'activités ludopédagogiques. Et je vais repasser la main à Florian. Alors, moi, j'ai vu plusieurs choses. Dans les éléments, hein, plusieurs choses qui relevaient, notamment, vous êtes beaucoup à avoir parlé d'engagement, de motivation. Donc c'est vrai que c'est ce qui ressort vraiment des études et des textes, hein. L'engagement et la motivation, c'est vraiment des impacts fondamentaux de la ludification, de créer des activités ludopédagogiques. Après, il y a pas mal de choses qui dépendent en fait un peu de quelles activités on met en place. Et dans ce cas-là, selon les activités, on a des grands gains, des grands impacts sur la performance ou sur les capacités transversales et sociales, comme le développement d'habilités de coopération, de communication, de relations humaines. Là, on vous a mis dans le Miro aussi toute la bibliographie, donc vous pourrez retrouver, il y a notamment une étude de Sauvé qui fait état de ça. Il y a ludifier ses enseignements, faire des activités ludopédagogiques, ça va permettre de soutenir aussi des conditions favorables à l'apprentissage. On va pouvoir avoir une rétroaction rapide, une interaction soit avec le jeu, soit avec l'environnement ou les autres personnes, facilité. Ça a été dit aussi dans vos remarques, hein, c'est quelque chose qui permet une participation active des apprenants. J'ai vu aussi une personne qui avait fait la remarque comme quoi ça dédramatisait la note. Donc je retrouve cette idée dans ce qui ressort de la littérature aussi sur le droit à l'erreur. Il y a aussi Voilà, il y quelqu'un qui avait. écrivait créer un environnement sécurisant pour permettre de tester, qui va dans le même sens. Voilà. Ouais, et je crois aussi avoir vu une remarque, là j'ai pas le Miro sous les yeux, mais au niveau de la concrétisation de l'abstrait. D'ailleurs, dans la deuxième partie, là, on verra Arnaud. Il y a ça permet son jeu aussi de concrétiser l'abstrait. Euh, voilà, on retrouve pas mal de choses qui ont été dites. J'ai vu aussi la motivation de l'enseignant qui tombe aussi dans une routine. Alors là, on a plutôt mis accès sur l'intérêt pour les étudiants, mais voilà, on peut aussi se placer du côté des enseignants. Arnaud, toi, est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu as eu envie d'utiliser la ludification dans tes enseignements? Tout à fait. Donc, par rapport à ce que j'ai vu sur les post-it, moi, principalement, c'est pour dynamiser mes cours magistraux et puis surtout bien casser le rythme parce que au niveau de l'attention des étudiants, bah, souvent, au bout de 15 minutes, l'attention commence à faiblir. Au bout de 30, souvent, on n'en parle pas. Et je trouve que d'apporter des éléments de ludification, ça permet de faire une pause cognitive et puis, donc, du coup, de casser en quelque sorte le rythme. L'étudiant se met dans un petit jeu comme on va le voir, qui peut être très rapide. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que par rapport au jeu qu'on peut mettre en place, bah, c'est d'avoir un feedback aussi de l'étudiante sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comprennent. Alors un feedback pour l'étudiant, mais aussi un feedback pour l'enseignant. Et éventuellement, bah, une fois que la pause cognitive a été terminée, de refaire un petit rappel par rapport à ce qu'on a dit avant, repréciser certains éléments, puis après bah, repartir sur une partie de cours magistral, par exemple. D'accord, bah merci pour ces éléments. On verra plus en détail ce que tu proposes tout à l'heure. Alors, dans les points de vigilance que j'ai vus, ouais, j'en ai relevé certains. Dans vos commentaires, on y reviendra. Et sur ce qu'on retrouve dans la littérature,
les choses vraiment fondamentales, c'est de toujours réfléchir en premier aux objectifs d'apprentissage, hein. Les aspects de ludification doivent pas prendre le pas sur les objectifs pédagogiques. Donc, on s'inscrit vraiment dans un alignement pédagogique. Je vous renvoie à Big, c'est-à-dire que la ludification, elle doit être pensée de manière à ce que les activités qu'on propose permettent d'atteindre les objectifs fixés et ces mêmes objectifs qui sont ensuite évalués. Donc ça, voilà, on n'introduit pas du jeu pour jouer, hein, mais vraiment pour permettre aux étudiants d'acquérir certains objectifs d'apprentissage. Ce qui ressort également, c'est que la partie débriefing est très importante, notamment pour les activités donc ludopédagogiques, parce que d'autant plus en fait que l'immersion dans le jeu est importante. C'est vrai que si on est très immergé dans le jeu, on peut finalement avoir plus de difficultés à prendre conscience des concepts théoriques. Donc le débriefing apparaît vraiment comme une condition d'efficacité pour tout ce qui est activité ludopédagogique. Alors j'ai vu une remarque dans le Miro que certains euh, ça pourrait avoir comme écueil de démotiver les étudiants déjà motivés sans jeu. Donc c'est un élément de vigilance qui apparaît, mais plus au niveau de la ludification. Donc c'est-à-dire de mettre des badges, quelques éléments de jeu dans un contexte qui n'est pas un jeu. Et pour en effet un public, ça a déjà été observé que parfois pour un public qui avait une motivation très importante pour l'activité en elle-même, pour la matière, pour le sens, ça n'avait pas un grand effet, voire un effet un petit peu négatif. Donc, voire de pas trop rajouter des petits éléments de ludification quand le public est déjà très motivé. Donc ça fonctionne que pour la ludification. Voilà. Il y a aussi, je crois que ça a été dit, mais j'ai pas le miro sous les yeux, quelques étudiants qui peuvent être réfractaires au jeu. Donc c'est assez rare. La plupart, le jeu, ça va avoir vraiment un effet, c'est ce qui ressort des études sur la motivation et l'engagement. Mais on n'est pas à l'abri d'un profit qui soit réfractaire au jeu. D'ailleurs, je crois, Arnaud, dans la séance que tu reviendras tout à l'heure, tu avais un profit comme ça. On pourra voir un peu plus comment ça est fait. Tout à fait, on pourra en discuter. Et c'est vrai que la même personne que tu avais observée ou qui est un peu réfractaire sur la partie activité ludopédagogique, et ben, au niveau de la ludification, avec des systèmes de badge aussi que j'utilise en dehors des cours, bah, cette personne est également réfractaire. Mais on en discutera tout à l'heure. D'accord. Bah, donc voilà, ça peut arriver aussi qu'il y ait quelques étudiants. Je pense que tu n'en as pas souvent, hein, donc c'est quand même des profits assez rares. Là, l'idée, en fait, pour être vigilant par rapport à ça, c'est vraiment de diversifier les approches et les types d'activités, hein. Il ne faudrait pas se mettre à faire que des jeux ou que de la ludification de partout et d'envisager vraiment son activité ludopédagogique avec différents moteurs de la motivation aussi pour pouvoir impacter donc un maximum d'étudiants. Et par rapport à ça, bah, Jean-Yves, tu vas nous présenter un modèle éprouvé par la recherche, Octalysis. Je te laisse la Ah, parole. avant de présenter le modèle, je voudrais juste ajouter un point qui était dans le Miro, là, c'est la question du temps. Quelqu'un qui disait le temps passé par les enseignants, donc je suppose qu'il faut que le temps soit raisonnable par rapport à l'apport pédagogique, et j'imagine que c'est pareil pour les étudiants, c'est-à-dire que être vigilant à ce que voilà, qu'il y ait un bon rapport, apport, enfin, un bon rapport entre l'apport pédagogique et le coût en temps, aussi bien pour l'étudiant que pour l'enseignant. Tout à fait. Alors le modèle Octalysis, donc c'est Octalysis comme octogone et puis Analysis, c'est un raccourci des deux mots, donc qui a été créé par Liu Kai-Shu. C'est un modèle qui a été pas mal diffusé, qui a été vérifié par la recherche, donc qui semble assez solide, qui postule qu'en fait il y a différents types de joueurs, en tout cas des joueurs qui sont intéressés qui ont différents moteurs de motivation. En anglais c'est drive, hein, le mot, donc qui sont conduits par différentes choses. Alors ça, donc là, je vous ai mis donc à gauche donc cette octalysis de Liu Kai-Shu.
Ils sont donc un des moteurs, c'est le sens. Alors, il faut que ça fasse sens pour nous, enfin pour le joueur, que s'ils sont engagés dans une activité qui fait sens pour lui. Un autre moteur, donc, c'est le sentiment d'avoir un certain pouvoir, un pouvoir sur les choses, une autonomie. Un autre, troisième moteur, l'influence sociale, c'est-à-dire le fait d'être en relation avec d'autres et d'être poussé par d'autres, voilà. Le côté aussi imprévisible, l'idée que quelque chose d'inattendu arrive, et voilà, on aime bien ces choses qui nous tombent dessus et qui font qu'on se met à penser autrement. Euh, Là, on a tourné, elle dit, merci. Il y a certains, alors si je repars dans l'autre sens, enfin, il y a évitement des pertes ici, mais un peu plus haut, vous avez ownership, la possession, c'est l'inverse, hein. Dans un cas, on va être motivé par le fait d'éviter de perdre quelque chose, et dans notre cas, à l'inverse, on va être motivé par le fait de gagner quelque chose. Alors ça peut être aussi bien gagner des points, gagner je sais pas quoi, des points de vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, la rareté. Alors la rareté, c'est voilà, ce qui va être motivé. On va être motivé parce que on sait il y a peu de choses et il faut accumuler, prendre éventuellement sur les autres. Enfin, on est voilà. Et la rareté, ça peut être aussi la rareté du temps. C'est-à-dire, par exemple, ne pas. On a un temps limité pour faire quelque chose et ça va nous motiver. Et enfin, cette notion d'accomplissement, l'idée de l'impression de relever un défi, de faire quelque chose voilà, un peu qui nous donne un sentiment de plénitude. Alors, si vous voulez en savoir plus donc, sur ce modèle, j'ai mis en bas la ressource, la directe de liukaishu.com, où il explique en détail ce qu'il met derrière ces mots. On ne va pas aujourd'hui l'expliquer plus que ça. L'idée, quand même, c'est de se dire, quand on crée un jeu ou quand on utilise un jeu, bah, il y a des étudiants qui vont rentrer plus ou moins dedans parce que ils sont plus attirés par tel ou tel moteur. Euh, Sur la droite, je vous ai mis là une petite araignée. Alors j'étais dans une formation où on avait été amené à créer un jeu et ensuite à utiliser ce modèle pour analyser le jeu et se demander sur quel moteur il joue. Et vous voyez qu'on était relativement équilibré sur tous les moteurs, sauf un qui était à zéro, c'était l'évitement. Et en fait, on s'est posé la question, est-ce que c'est grave? Et on s'est dit, non, parce qu'en fait, dans le jeu qu'on a créé, c'est un jeu coopératif. On veut construire quelque chose et il n'y a rien à perdre pour personne. Donc finalement, l'analyse du modèle, enfin l'analyse du jeu avec ce modèle rendait compte assez bien de notre attention. Et Lukaku dit ça, hein, qu'il n'y a aucune nécessité à ce qu'un jeu enveloppe tous ses moteurs, même si en ayant un maximum de moteurs, on a des chances de toucher un maximum de joueurs. Après, il faut juste savoir ce qu'on fait. Ok. Merci, merci Jean-Yves. Du coup, maintenant, on va passer sur le retour d'expérience. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, s'il y a des questions, des choses à expliciter, à intervenir sur le chat ou à lever la main. Sinon, je te propose, Arnaud, de, de commencer ton retour d'expérience sur la ludification, c'est-à-dire les éléments ludiques dans un contexte non ludique. Et puis, tu vas d'abord nous parler du bingo, c'est ça? Alors, bingo, on a peut-être tous plus ou moins entendu parler. Comment toi, tu l'utilises dans tes Alors, enseignements? tout d'abord, on parlait du bingo, je voudrais juste faire une petite aparté. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est aussi fortement inspiré des jeux de Tyagi, hein, qui est un Américain qui a beaucoup écrit sur la ludification, et puis également Bruno Hurst, qui est un de ses disciples en France et qui a écrit deux ouvrages, donc on vous a mis également en référence. Donc le premier jeu que je vais vous présenter, donc c'est le bingo. Je pense que tout le monde connaît le bingo. Alors j'en ai créé plusieurs des bingos, donc en fonction des matières. Donc les deux que j'utilise principalement, c'est le Spectro Bingo pour la spectrométrie de masse et l'Extracto Bingo. Et ces jeux-là sont assez simples à mettre en œuvre, comme on va le voir tout de suite, hein, puisque on va avoir besoin de quoi? Bon, déjà, en termes de préparation, on a juste à avoir besoin de petites questions. Ça peut être des questions d'un QCM qu'on réutilise, mais des questions généralement ouvertes qui appelleront à une seule réponse. Là, en termes de nombre d'étudiants, ce qui va être intéressant, c'est qu'il n'y a aucune limitation en termes de nombre d'étudiants. C'est-à-dire que
Ça peut se jouer à 20, 60, 80, 100, voire 200, puisque chaque étudiant jouera sur sa feuille de bingo. Donc l'intérêt que moi j'y vois, c'est bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est casser le rythme et aussi d'avoir un feedback à un moment donné au niveau du cours également. Et en termes de conditions techniques, parce que quand on met en place une activité de ludification, bah, là se posent aussi les conditions techniques qui vont être aussi un gage de réussite ou pas. Donc là, on a juste besoin, moi j'ai un support PowerPoint avec les règles du jeu qui sont projetées, hein, et puis mes questions voilà, que je projette ensuite les unes après les autres. Et du niveau de l'étudiant, bah, ils vont juste avoir besoin d'une feuille de papier où il va pouvoir, donc on va voir tout de suite comment il va créer sa ligne de bingo. L'activité, en termes de durée d'activité, bah, c'est très variable, hein, ça va dépendre des grilles que l'on va demander de construire aux étudiants. Donc si on veut quelque chose d'assez rapide, avec simplement 9 questions, eh ben, on va dire à l'étudiant, ou alors on distribue à l'étudiant des grilles de bingo. Bon, généralement, il a sa feuille, il fait une grille à 9 cases, ou un peu plus long, moi c'est le format que j'utilise généralement, je prends 16 cases, et on va demander aux étudiants, donc une fois qu'ils ont créé leur grille de bingo, de numéroter comme ça leur grille ici, entre 1 et 16 d'une façon complètement aléatoire, et en tout petit, donc dans une des cases. Alors, c'est vrai que si on fait le pendant, par rapport au modèle Octalysis, moi je trouve il y a l'aspect rareté qui est intéressant et l'aspect surprise, parce que les étudiants, ils connaissent tous le bingo, mais quand on leur dit attention à faire un bingo sur ce qu'on vient d'entendre, souvent ils sont un petit peu surpris. Ah, un bingo sur ma matière que je viens de voir, c'est un peu surprenant. Donc l'étudiant, il numérote comme ça toutes ces cases. Après, qu'est-ce qu'il va nous suffire de faire? Bah, au début, je venais avec des numéros que je projetais, bon, je piochais. Après, je prends simplement un numéro au hasard. C'est-à-dire que là, quand par exemple, je prends le numéro 5 et je dis aux étudiants, vous allez tous répondre dans la case numéro 5 et vous mettrez votre réponse dans la case numéro 5. Donc, je projette ma question. Les étudiants, chacun étudiant remet sa réponse dans la case numéro 5 et après, on corrige la réponse. On peut faire une rétroaction tout de suite ou on peut faire une rétroaction un peu plus tard s'il faut. Et on va comme ça passer de question en question. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que quand l'étudiant s'y répond correctement, quand on fait la correction, on va entourer la case. S'il a faux, il barre sa case. Et c'est le premier étudiant qui va avoir soit une ligne complète, soit une colonne complète, soit une diagonale complète, qui va lever la main et dire voilà, j'ai une grille, pas une grille, mais j'ai une ligne au niveau du bingo. Et après, on va continuer. Après, on n'est pas obligé, si on veut écourter un petit peu le temps, on peut s'arrêter simplement à une colonne, première colonne remplie. On n'est pas forcément obligé d'atteindre toute la grille de bingo. Alors parfois, j'ajoute aussi un challenge, parce que les étudiants me disent oui, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Parce qu'un bingo, on gagne beaucoup de choses quand on va faire un bingo ou un loto. Donc souvent, des fois, je propose une visite du laboratoire aux gagnants, une visite personnalisée. Donc ça, c'est un jeu qui est relativement simple à mettre en place. Après, j'utilise également d'autres jeux où je combine des jeux qui existent. Alors, tout le monde connaît le principe des cartes flash, hein, qui sont un moyen de mémoriser. Là, j'ai adapté le morpion progressif. Donc, l'objectif, ça va être, comme les cartes flash, ça va être de travailler sur la mémorisation d'éléments clés du cours. En termes de nombre d'étudiants, il y a une limitation. Moi, j'y vois une limitation à l'heure actuelle, c'est-à-dire que plutôt une vingtaine, et cette limitation, elle est simplement due aux cartes flash que l'on doit avoir en amont. Donc moi j'arrive avec des paquets de cartes flash que je distribue aux étudiants. Donc les étudiants vont se mettre par deux. Donc si j'ai 10 paquets de cartes flash, on va être limité à 20 étudiants. Cette activité, elle va être aussi assez rapide, entre 10 et 20 minutes. Ça va dépendre du nombre de cartes flash qu'on va mettre à disposition d'étudiants. Même si on en a beaucoup, on voit qu'une grille de morpion, c'est quand même assez vite, ça peut être assez vite rempli. Donc en termes de conditions techniques, là encore, un document PowerPoint où je présente les règles aux étudiants et eux une feuille de papier. Et là, les étudiants, ils vont pas jouer tout seuls, ils vont jouer à deux parce que généralement, c'est quand même mieux à deux. Alors les cartes flash, c'est quelque chose qui est bien pour apprendre et tout seul, à un moment donné, ça peut être un peu lassant. Donc là, l'idée, c'est de se mettre à deux, d'avoir donc les cartes flash. Donc, vous avez un exemple ici de cartes flash pour apprendre les multiplications. Donc le principe, c'est une question d'un côté et une réponse de l'autre. J'ai créé donc des cartes flash qui sont propres à ma matière avec
une phrase et qui va correspondre à un concept du cours. Donc en l'occurrence, je vais avoir ici les réponses de l'autre côté. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Et puis dans mon cas ici, c'est l'électrosprelisation. Donc c'est un élément de mon cours. Alors comment ça va se dérouler? On va ajouter le morpion à ces cartes flash. Donc on va demander aux étudiants de faire leur grille de morpion. Ils vont mélanger les cartes. Ils vont se mettre en binôme. Donc ça peut être un étudiant qui soit devant, derrière. En plus, ça permet de leur faire qui se remue un petit peu, parce que quand il reste assis pendant 1 heure et demie, des fois ça fait du bien de bouger un petit peu. Et le premier étudiant va piocher une carte flash. Il va donner sa réponse. L'autre étudiant va vérifier avec lui la réponse. Et si la réponse est bonne, il va placer son jeton ou il va se positionner sur la grille du morpion. S'il ne se passe rien, il va rien mettre. Ensuite, c'est le deuxième joueur qui va se mettre à jouer et lui aussi, il devra répondre à une bonne question. L'étape d'après, les joueurs qui avaient positionné, donc si on positionnait un jeton, une case, et le coup d'après, pour pouvoir écrire sur la grille de morpion, il va falloir qu'il enchaîne 2 bonnes réponses. Ça veut dire que s'il y avait un étudiant qui avait faux sur la première case, l'autre étudiant qui serait peut-être un petit peu meilleur dans la mémorisation, il va falloir qu'il réponde à 2 bonnes questions, alors que l'autre n'aura qu'une seule bonne réponse à apporter pour se positionner. Donc généralement, on va répondre à toujours un nombre de réponses supérieur à n+1 par rapport à ce qu'il y a déjà sur la grille de morpion. Alors, quelques petits retours d'expérience aussi sur que, comme je l'ai dit, la limitation, c'est un nombre d'étudiants, parce qu'il faut avoir, c'est un peu plus lourd au niveau logistique, il faut venir avec les jeux de cartes flash. Une des solutions que je vois depuis qu'on est passé sur Moodle à Lyon 1 et qu'on a l'outil H5P, c'est qu'on a la réalisation de cartes flash aussi sur Moodle. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de créer en amont ces cartes flash sur Moodle. L'étudiant il se connecte sur l'activité H5P de l'espace d'activité, ils jouent, ils font leur morpion. Et ce qui peut être bien, c'est que les cartes Moodle, ils les ont aussi après le cours. Donc après, s'ils veulent revenir en autonomie, réapprendre leur cours, reparcourir toutes les cartes flash, et ils peuvent le faire aussi ainsi. Voilà, hop. Alors, un autre type aussi d'activité, mais qui va être très très facile, parce que là je parle d'activité en présentiel, mais en distanciel aussi, on a des activités qu'on peut utiliser aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Là en l'occurrence, il y a 2 activités qui sont très semblables, une que j'ai appelée Trouver l'intrus, et puis l'autre c'est Méli-Mélo. Donc le principe va être très simple. Alors déjà, ça permet d'avoir un feedback très très rapide. C'est une activité qui va pouvoir durer, j'ai mis 5 minutes, mais ça peut être même 2 minutes. Il n'y a pas de limitation en étudiant. Ce qu'on doit juste préparer du côté enseignant, c'est une liste de mots par rapport à des choses qu'on a vues au niveau du cours avant. On verra, c'est des acronymes sur les parties de cours. Et puis, on va mettre un mot qui va être un intrus. Ou alors, ça va être des phrases. On verra qu'on peut avoir des phrases de cours qui résument le cours qu'on va mettre un petit peu dans le désordre avec une phrase qui sera fausse, une phrase de résumé qui sera fausse par rapport au niveau du cours. Et on va créer, moi je crée un quiz sous Mentimeter ou sous Slido avec voilà, la proposition 1, 2, 3, 4, 5, quelle est la proposition qui va être fausse. Donc on a juste besoin d'un point de vue technique d'une connexion Internet Wi-Fi, idem pour l'apprenant. Et du coup, Arnaud, ça, tu le fais juste en présentiel ou Ça, c'est une activité que j'ai développée en distanciel et que j'utilise maintenant en présentiel. Voilà. Donc ici, vous avez un exemple, il y a plusieurs mots, et donc il y a un intrus par rapport au cours qu'on a vu avant, donc je ne vais pas rentrer sur l'intrus qui est présent ici, mais ça peut être ici également donc, des phrases qui reprennent vraiment des résumés au niveau du cours, et d'avoir une phrase qui est fausse. Et là, ça va permettre aussi une rétroaction, en disant pourquoi vous avez pas... Là, typiquement, s'il y a un élément qui est fort dans mon cours, sur lequel je vais insister, je vais faire en sorte que cet élément-là soit faux, et du coup, après, dans la correction, on peut revenir sur cet élément-là. Quelques évolutions que je pense sur ce méli-mélo de phrases. Je me pense de plus en plus me dire, mais ça pourrait être pas mal que les étudiants créent cette activité de synthèse, peut-être en dehors du cours, pour après en proposer une activité en asynchrone.
et pour après, dans un modèle un peu de piqûre de rappel, puisqu'il a été démontré avec le modèle des J, hein, que pour apprendre et retenir, bah, c'est pas, il y a les J plus 24 heures, J plus 5, et du coup, ça permettrait de revenir sur certaines notions au niveau du cours. Voilà, c'est les solutions auxquelles je pense. Arnaud, il y a une question. Quand Oui. tu parlais de distanciel, enfin, tu as créé ce jeu pour le distanciel, c'était en synchrone? Alors, des trous, c'est en synchrone, tout à fait. Donc, c'est en synchrone, et puis bah, j'ai mon Slido avec le Slido, et puis hop, il y a la question qui apparaît, et l'étudiant répond. Le dernier jeu que je vais vous présenter, puis je vais spoiler un petit peu la suite, que vous utiliserez à la fin de cette session, c'est l'histoire en 6 mots. Et cette activité, c'est plus une activité qui arrive en fin de cours ou en fin de partie de cours, puisque les objectifs, c'est de faire résumer les points importants du cours aux étudiants. Donc là, j'ai une seule diapositive de présentation, je vais vous montrer la diapositive que j'utilise d'ailleurs. Un ordinateur. Pour les étudiants, c'est soit une feuille de papier, une connexion Internet, et on verra que par un mur de mots, ils pourront écrire leur histoire. Et donc une activité qui va durer de 5 à 10 minutes, et puis aucune limitation de temps. Donc par exemple, alors pourquoi une histoire en 6 mots? Bah, parce que c'est pour rivaliser avec Ernest Hemingway, hein, qui a publié la plus courte nouvelle, hein, que je vous ai mis ici, et elle est traduite en français, à vendre chaussures bébés jamais portées, hein. Et donc, bah, je vais demander aux étudiants, on a vu un cours sur la thermodésorption généralement, et donc ils ont leur petit-neveu qui garde, et puis leur petit-neveu, il leur demande à l'étudiant, bah, dis-moi, raconte-moi une histoire sur tes cours à l'université. Et donc, bah, les étudiants vont essayer donc, de résumer en 6 mots. Alors, on essaye de mettre aux 6 mots exactement, mais après, voilà, je dis, bon, si c'est 7 mots, c'est pas trop grave, si 8 mots, ça va encore, mais si on veut vraiment rivaliser avec Ernest Hemingway, il faut être voilà, sur ces 6 mots. Il y a quelqu'un qui demande, c'est Christian, en quoi c'est un jeu de faire une histoire en 6 mots? Alors, Plutôt une nidification qu'un jeu, ouais. c'est une ludification, en effet, c'est un élément de ludification. Et il trouve ça drôle? Les étudiants, Ouais. ils sont surpris, hein, et on est plutôt ici dans l'activité de synthèse et de se refocaliser et de prendre tout ce qu'on a vu en simplement 6 mots. Et après, ce qui est l'élément de ludification aussi, c'est l'élément de vote aussi. On peut voter aussi sur quelle est la plus belle phrase. Ouais. Donc, il vous donne un exemple ici avec des choses qui sont d'une façon très très simple. Voilà, analyse des COV émis par un solide. Donc, on retrouve des mots-clés, composés volatiles extraits par la température. Et puis là, c'est des choses que j'ai fait récemment, au mois de janvier. On a des retours comme ça. L'été, la molécule est dehors et l'hiver dans son lit. Et ça, on a une réponse un peu plus poétique pour un enseignement donc de chimie. Après, peut-être que Arnaud aussi là-dessus, tu fais ressortir certaines histoires entre guillemets qui résument un peu mieux, et que tu t'en fais ressortir certaines ou de Tout celles à qui sont fait. proposées. Et peut-être il y a aussi un aspect ludification là-dedans, le fait que bah, il y en ait qui ressortent entre Bah, guillemets. il y a l'aspect challenge, hein, qui va ressortir, c'est d'essayer d'avoir la plus belle histoire. Après, pour beaucoup d'étudiants, il y a un frein aussi, c'est que certains disent, oh là, moi je suis pas le français, l'écriture, j'ai pas forcément de créativité. Mais je leur dis, c'est pas grave, reprenez les mots qui vous semblent les plus importants. Donc on a aussi beaucoup, bah, simplement de quelques mots qui sont repris et pas forcément une activité créative au sens poétique ou littéraire. Voilà. Il y a une autre question qui est venue là de Guillaume. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire des jeux dans lesquels on met des erreurs? Euh, Alors, l'erreur, pour moi aussi, c'est quelque chose que j'utilise dans d'autres cas aussi. C'est l'erreur aussi, c'est pour moi un élément d'apprentissage. Mais là, en effet, là, quand il faut vraiment être bien clair dans son PowerPoint que c'est un jeu et qu'il y a bien une erreur qui est affichée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'étudiant reparte avec cette diapositive en disant c'est une diapositive de mon cours et bah, j'ai cet élément-là et ça fait partie du cours. Donc ça c'est important. C'est un point de vigilance. En effet, il faut bien le noter et bien le signaler à l'étudiant que. Alors généralement, les diapositives que je vais projeter qui contiennent une erreur, c'est pas une diapositive qui reste dans le cours. C'est-à-dire elle est en dehors du cours et je fais en sorte que quand je génère un PDF ou autre, il n'y ait pas cette diapositive. Merci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose maintenant qu'on fasse une activité de groupe.
pour que vous, parce qu'il en avait plein d'éléments encore, Arnaud, à partager, mais plutôt que faire un catalogue, on s'était dit, vu que vous êtes un certain nombre à avoir de l'expérience, que ce serait intéressant de partager vos expériences aussi entre vous. Donc, bah, je te laisse démarrer le chronomètre parce qu'on a perdu un petit peu de temps là, Florian, et de présenter l'activité, qui sera donc une activité en groupe. C'est ça. Donc, on va rebasculer sur Miro. Avant peut-être de retourner vous-même sur Miro, je vais vous montrer une fonctionnalité qu'on n'a pas utilisée, ou en tout cas que je ne vous ai pas présentée avant. C'est la navigation par les boutons. Donc là, si vous voyez sur mon écran donc la troisième activité sur Miro, j'ai mis un bouton aller vers l'activité de groupe, et normalement en haut à droite, vous avez une petite flèche sur laquelle vous allez pouvoir être envoyé directement vers les activités, puis vers les groupes. Comment l'activité va se dérouler? On va avoir un temps de 30 minutes divisé en deux parties. La première partie de 15 minutes, vous allez être en groupe. Elodie va vous envoyer dans Webex directement via l'application dans des groupes de 4 ou 5 personnes. Et le nom du groupe dans Webex, le numéro de groupe, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas comment ça s'appelle, Elodie, dans Webex, c'est pas groupe, je crois. C'est des classes C'est scindées, donc si Syn- vous êtes dans la classe scindée 3, c'est que vous faites partie du groupe 3. Voilà, etc. Donc, on a créé jusqu'à 10 groupes sur le tableau là. Et donc, vous n'avez après, pour rejoindre votre groupe, vous avez juste à cliquer sur le groupe correspondant. Chaque groupe va avoir vous allez pouvoir échanger entre vous sur des jeux que vous avez peut-être déjà expérimentés dans vos enseignements, des jeux que vous avez déjà entendus, des jeux que vous aimeriez mettre en place. On vous a mis un exemple ici, par exemple, avec voilà, quatre jeux, le Morpion, l'Histoire en 6 mots, Trouver l'intrus, Méli-Mélo, c'est les jeux que Arnaud a présentés tout à l'heure, et le bingo. Le bingo, qu'est-ce que c'est? Voilà, les règles du jeu, etc. Une grille, plusieurs cases numérotées, et des intérêts pédagogiques. Ça va être en fait euh, le jeu qu'on va vous demander de présenter, entre guillemets, dans votre groupe en utilisant les post-it. Donc, voilà, vous allez vous retrouver dans un environnement qui ressemble à ça. Voilà, tout est déjà en fait mis. En théorie, vous n'avez pas besoin de rajouter des post-it, même si vous en avez quelques-uns en haut. Et voilà, vous avez plusieurs jeux. Choisissez-en un, mettez-vous d'accord pour en choisir un, dans lesquels vous allez écrire une règle du jeu et donner un ou plusieurs intérêts pédagogiques à celui-ci. Je vais lancer un timer, 15 minutes, et hop, Elodie Juste, qui... Je vais activer les sessions scindées, non? Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Question. moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est l'idée que pour la liste des jeux évoqués, elle n'est pas limitative, donc n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Là, vous pouvez rajouter des post-it. L'idée, c'est d'écrire les noms des différents jeux que vous avez évoqués dans votre groupe. Mhm. De partager surtout, et puis d'en sélectionner un pour aller plus en détail voilà, dessus. Donc j'active les sessions scindées. Si jamais vous avez des difficultés à un moment, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, à vous manifester, et on viendra vous dépanner en cas de problème. Alors, Ah, ça y est. voilà, nous revoilà tous ensemble. Donc, on voit que vous avez mis beaucoup d'idées de jeux. Donc, on n'aura pas le temps d'y revenir tous dessus. Donc, n'hésitez pas à mettre votre nom ou votre adresse mail en dessous du jeu s'il y a certains veulent en savoir plus. Et bah, Arnaud, je te laisse la main. Toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ces jeux? Moi, il y a un jeu qui m'a interpellé. Alors, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis pas joueur dans la vraie vie, hein. Mais je sais que mes enfants ont déjà joué au Campost. Et voilà, j'aimerais bien avoir un petit retour sur comment ce jeu est adapté. Ouais. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un du groupe. Ah, c'est le groupe 9, ouais. Voilà. Je veux bien parler. Le Time is Up, c'est une manière en petit groupe de faire devenir
de faire deviner tout un tas de concepts, et donc de faire générer par les étudiants eux-mêmes finalement un résumé d'un concept, une définition. Donc on donne le mot à faire deviner, et puis on interdit donc, certains mots. Et donc ça se fait en 3 phases. La première phase, donc on peut décrire tout ce qu'on veut, mais sauf les mots interdits pour faire deviner le concept. Donc, on peut choisir de passer à une autre carte. Ok. Et si on a fait 2000 concepts, ben, on garde la carte. La deuxième phase, on décrit mais avec un seul mot. Et puis la troisième phase, on mime le concept. Ou alors on dessine le concept. Ou, bon, voilà. Et donc, c'est-à-dire que c'est encore plus synthétique. Et donc, l'intérêt pédagogique, c'est que les étudiants construisent eux-mêmes des résumés mentaux des concepts. Et puis, ça permet aussi d'arrimer ces concepts à de la mémoire épisodique ou émotive. C'était marrant. Ça l'arrime à telle chose. Bon, je sais pas moi, un, un, un- un cône de clown, enfin un chapeau de clown ou je ne sais quoi. Enfin bref, quelque chose qui a rien à voir avec le concept, mais qui va quand même arrimer à autre chose. Voilà. Et c'est un jeu que vous utilisez avec combien d'étudiants? Donc bah, par groupe de 4-5, par groupe de 4-5 Sur une troupe, donc, sur un ensemble de combien d'étudiants? bah, disons 35 étudiants par petit groupe. Et, D'accord. Ça reste dans une configuration PD, une salle ça, assez facilement organisable aussi. voilà. Mais dans l'idée, en fait, il y avait différents types de jeux d'appariement. Moi, je suis formateur d'enseignants à l'INSPE. Je forme des formateurs de mathématiques, des enseignants de mathématiques pour le CAPES, et puis aussi des professeurs des écoles. Et donc, je les ai fait travailler sur différents types de jeux d'appariement, qui mettent qui scénarisent des flashcards, quoi, Ouais. donc par exemple des memories ou des doubles ou des dominos ou des lotos. Ça, c'est vraiment les grands classiques sur lesquels j'essaye de les faire travailler. Non seulement eux, mais aussi quand ils sont en classe, euh, 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 responsabiliser un groupe d'élèves de résumer le cours sous la forme d'un memory. Et ensuite, ils jouent en C'est classe intéressant. avec le memory que les quatre qui ont été affectés je sais pas moi, le produit scalaire par exemple, et ben voilà, donc on a un memory sur le produit scalaire. Donc tous les concepts qu'on a vus dedans, eh bien ils doivent, ils interviennent dans un memory. Voilà. Donc c'est construit. L'idée c'est de le faire construire par les élèves eux-mêmes. Ce serait bien que vous rajoutiez votre adresse mail pour reprendre contact après, parce que ça, on est limité par le timing, hein. Elodie, tu confirmes, hein. Ou le MEJ. Bah sur l'équipe neuve, vous mettez tout en bas peut-être. Ouais. Ou même tout en bas ou à côté du Time's Up. Et je vous invite à Oui. faire pareil sur les autres jeux. Comme ça, vu que le Miro reste après la séance, du coup, s'il y a des questions, ben, voilà, je vous invite, enfin, on pourra se contacter mutuellement pour avoir plus de précision sur le contexte et la manière dont utiliser tel ou tel jeu. Ouais, ok. Bon. Merci en tout cas Si je ne me pour ce trompe pas, partage. le Miro sera public mais non référencé, c'est ça? C'est-à-dire que toute personne ayant le lien pourra y accéder. C'est Elodie? ça. Oui. Oui. Donc éventuellement, si vous ne souhaitez pas que votre mail y soit, vous pouvez aussi le mettre dans le chat qui, lui, n'est pas enregistré. Si je ne me Par trompe pas. exemple. Euh, bon, du coup, est-ce qu'on prend rapidement un autre jeu ou on passe au retour d'expérience? Après, on regarde On s'il n'y a pas de passe questions dans sur le le. jeu de plateau, est-ce qu'il y en a un autre qui t'interpelle? Il me semble Après, qu'il y avait une question tout à l'heure, il y avait une main levée, mais je ne sais plus Ah, qui. Peut-être que. C'était moi en fait, Sylvie Oui. Radix. Je voulais Oui. juste demander à Christian, je crois, qui vient de nous présenter le Time's Up, sur quel type de discipline vous l'avez expérimenté? Moi, c'est en mathématiques. Mais euh, je pense que c'est adaptable à beaucoup de. Oui. À chaque fois qu'il y a un concept, une définition. Voilà. Mhm. Ok. Non, parce que vu que vous parliez de mime,
les disciplines ne sont pas forcément Bah, mimables. justement, ça favorise un peu la créativité et Ouais. l'ancrage dans des mémoires épisodiques qui ne sont pas logiques, quoi. Voilà, ça n'a rien Ouais, de c'est ça. logique. Ça leur vient et puis voilà, un, ça fait un ancrage intéressant. Merci. Élodie, tu veux qu'on refasse un autre jeu? Ou on passe, comme tu sais, tu es le maître du temps, donc Bah, normalement, on a dépassé, oui, de 5 minutes, mais ah, voilà, soit tu raccourcis un peu la suite et tu prends un autre jeu, soit on passe directement au jeu de plateau. moi c'est les deux me vont, mais il y a Gros Pomo qui avait pas l'air mal aussi, hein, si on Je pouvait vous ai tous remis à l'écran. Ouais. ouais, en quelques. Groupe Ouais. 7. Du coup, le groupe 7, si rapidement vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, s'il y a une personne qui veut bien du groupe Marie, tu avais plein nous faire d'idées un sur retour. le... Oui, oui, je veux bien. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai forcément déjà expérimenté, mais que j'aimerais bien essayer à l'avenir. L'idée, c'est que moi, ce que je constate, c'est que souvent les étudiants, ils ont des difficultés à retenir les concepts clés. C'est-à-dire qu'on leur fait des cours qui durent 2 heures et sur les 2 heures, ils n'arrivent pas à retenir l'information importante. Et l'idée du coup de ce jeu, ça serait issu de la slide qu'on a vue, qui nous a été présentée tout à l'heure, dans lequel il y avait plein de concepts. Ben, l'idée, c'est qu'en fait, il y aurait tous les, disons, par exemple, une vingtaine de concepts qui seraient affichés sur la slide, et les étudiants devraient regrouper ces concepts par famille de concepts. Et ça pourrait être fait en amphi. Au niveau des outils, c'est quand même assez simple puisqu'il suffit qu'ils aient, nous, il suffit qu'on ait une slide PowerPoint. Les étudiants, il suffit qu'ils aient une feuille. Hein, ils sont par groupe de 2 ou 3. Et le premier groupe qui a, je ne sais pas, par exemple, 10 points, le premier groupe qui a les 10 points a gagné. Et D'accord. groupe homo pour faire fonctionner le truc. Donc il y a à expérimenter alors. Voilà, Et c'est à ça. débriefer parce que souvent la mise en place, pour mon expérience, hein, c'est la première fois on a l'idée, on l'utilise et puis bah on a des petits retours. Bon, ok, on pourrait améliorer ça et on verra que les règles on peut les faire évoluer au fur et à mesure des essais que l'on fait. Non, puis je pense que ce qui peut être sympa, c'est quand on a des étudiants qu'on a sur plusieurs semaines, des étudiants qu'on a par exemple un cours par semaine pendant 5 ou 6 semaines. Et je pense que si on le fait à la fin de chaque séance de CM, on peut vraiment facilement avoir leur adhésion au bout d'un certain temps. Oui, la répétition et après la fois d'après, ils sont au courant de comment faire et ils anticipent aussi en quelque sorte le jeu, quoi. Puis ils sont plus joueurs parce que moi, c'est vrai que je fais déjà du QCM interactif en cours. Et en général, le premier QCM, ils sont un petit peu discrets, un peu réservés, alors qu'au dernier, voilà, ils sont contents, ils s'applaudissent. Donc on voit bien que voilà, ils rentrent plus facilement dans le concept au bout d'un moment. D'ailleurs, puisque vous parlez du QCM, il me semble que je l'ai vu, je l'ai vu apparaître j'ai vu apparaître des quiz Kahoot, et ça, c'est des choses aussi qui marchent plutôt pas mal, avec en effet l'aspect temps et qui va répondre le plus rapidement et gagner le plus de points. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui marchent bien aussi. Je l'ai vu je crois que c'est le groupe 2 qui l'a mentionné. Il marche bien, mais quand même avec le risque que le stress du timer ben, empêche de réfléchir. Dans une Oui. phase de construction du concept, c'est pas bien. Après, ça dépend voilà, ça dépend sur quoi on pose le quiz. Moi, je le fais avec les étudiants et en fait, je le fais d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que je leur pose un QCM avec 4 propositions et puis je leur dis, vous avez le droit de partager votre réponse avec votre voisin avant que je vous donne une réponse. Et je leur dis, profitez-en, c'est le seul moment parce qu'à l'examen, vous n'avez pas le droit. Et en fait, ça leur permet de discuter sur la réponse possible et en fait de réinterroger leur connaissance et de réajuster leur réponse. Et je trouve que c'est super intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ces aspects faire créer. Moi, je sais que le quiz, j'utilise dans un travail en groupe où je demande aux étudiants de créer 3, 4 questions et après on fait un quiz tout à la fin. Bon, j'ai déjà des questions qui sont prêtes, mais on reprend quelques questions des étudiants et la création du quiz en elle-même aussi par les étudiants et un élément qui me paraît aussi intéressant des fois à travailler.
Merci du coup pour ce partage là. Je pense qu'il faut qu'on passe du coup sur ton retour d'expérience en tant qu'à l'activité ludopédagogique et plus particulièrement au jeu de plateau du coup que tu as créé. Tout à fait. Alors, donc là maintenant, je vais faire un retour qui est complètement différent, hein. C'est un témoignage donc, sur un jeu de plateau qui a été créé. Donc, on utilise des éléments non ludiques dans un contexte ludique. On va voir que la grosse différence, c'est que là, cette fois, on va avoir un temps de création. Et je vais revenir sur ce parcours qui m'a amené à créer ce jeu, hein. La préparation, elle va plutôt se chiffrer j'ai mis en semaines. Et on verra comment je suis arrivé à ce jeu-là. Après, avec une partie préparation où on va aller jusqu'à l'impression, la fabrication du jeu avec un imprimeur, parce que ça a aussi une dimension qui va être importante pour l'adhésion des étudiants. Je vais vous présenter, je limite à une trentaine d'apprenants, puisque je dois venir avec des jeux de cartes. Donc, ça peut tout de suite venir très, très volumineux s'il y avait beaucoup plus d'étudiants. Et un point important, ça va être la configuration technique, puisque là, il faut impérativement vraiment des salles équipées de mobilier mobile pour pouvoir créer différents îlots. Et en termes d'activité, on est vraiment là sur une activité qui va durer, selon les formations, entre 1h30 à 2 heures. Donc c'est vraiment une séance de TD qui est vraiment dédiée à cet aspect jeu. Alors je voudrais juste, avant de démarrer, resituer le contexte. Donc j'enseigne dans un master, le master chimie physique analytique et en licence professionnelle technique analytique. Mais dans le cas du master analyse et contrôle, ce jeu fait partie d'une séquence pédagogique. C'est-à-dire que c'est un élément qui va nous permettre d'aller de la connaissance, la compréhension à l'application. Et donc le jeu va permettre justement cet aspect compréhension et application pour ensuite aller vers d'autres travaux. Je demande aux étudiants, c'est avant de réaliser un travaux pratique, ça va être de construire le travaux et toute la démarche intellectuelle qu'il va y avoir à mettre en place pour ce TP. Donc ça s'inscrit vraiment dans ce schéma pédagogique pour après aller continuer et aller encore un peu plus loin dans le niveau d'apprentissage. Et le but du jeu, ça va être de créer des modes opératoires, en quelque sorte. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'avec le jeu, on va aussi travailler sur d'autres compétences. Alors ici, j'ai mis les compétences qu'on attend des étudiants, à savoir analyser de façon critique, définir les processus. Et le jeu va vraiment aussi permettre de répondre à toutes ces compétences hein, qu'on attend de nos étudiants à la suite de la formation. Donc, on a aussi les mots dirigés, animés, travailler en réseau. Donc le jeu que j'ai créé s'appelle Breaking Cards, hein, donc avec un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent la série télévisée. Et donc c'est un jeu de cartes pour une technique analytique qu'on appelle la SPE pour l'extraction phase fluide. Alors je vais peut-être rapidement vous présenter ce que c'est que la SPE, mais de façon très très vite. On forme au niveau du master des spécialistes, donc des étudiants qui vont être des professionnels de l'analyse, donc qui vont être capables d'aller rechercher dans une eau s'il y a des pesticides, s'il y a des produits dangereux ou pas. Ça peut être des personnes qui vont travailler dans les hôpitaux, qui vont travailler ensuite également à la police scientifique, donc on peut avoir à partir de plasma, de sang. Et l'objectif du jeu, c'est de mettre en place des modes opératoires avec une technique ici, la SPE, qui va utiliser une cartouche, qui va permettre de séparer les différentes molécules qui sont présentes dans un échantillon. Alors, avant de concevoir ce jeu, et puis même un autre jeu que j'ai conçu à peu près sur un principe un petit peu différent, mais sur la spectrométrie de masse, déjà, la question que je me pose généralement, ça va être pour quel apprentissage? Est-ce que c'est pour l'apprentissage de nouvelles connaissances ou est-ce que c'est pour approfondir ces connaissances? Alors nous, là, on est sur un jeu, on va voir qui est vraiment sur l'approfondissement des connaissances. Ensuite, la question du format va se poser. Est-ce que l'étudiant va se retrouver à être seul pour jouer? Est-ce qu'il va être en groupe? Alors, on verra que je peux plutôt partir sur un travail en groupe. Est-ce qu'on va jouer, si on est en groupe, avec le groupe, ou est-ce qu'on va être contre un autre groupe? Et puis, c'est posé aussi la question de la durée, et puis à quel moment dans ma séquence pédagogique je vais utiliser ce jeu. Voilà. Donc moi, dans mon cas, c'est pendant une séance de télé. Voilà. Et puis se pose aussi la question du après, parce que est-ce que le jeu qu'on développe, est-ce qu'il ne peut pas être aussi utilisé dans un autre
à notre temps. Et une question qui va être aussi importante, c'est finalement, pour jouer, est-ce qu'on a besoin ou pas de l'enseignant? Et on verra que l'enseignant devient un animateur, principal. Et puis, quel niveau d'expertise on veut atteindre. Alors, avec ces questions préalables, bien sûr, j'ai aussi un cahier des charges qui va être, en effet, ça va être pour stimuler, donc approfondir les connaissances de mes étudiants. C'est pour une période d'acquisition des connaissances. Généralement, c'est vers le milieu au niveau de l'UE. J'ai voulu aussi que ce jeu puisse être utilisé aussi bien du niveau licence professionnelle jusqu'au Master 2. Alors on verra qu'il y a l'aspect mission qui a été créé qui permet justement de faire ce distinguo en termes de niveau. Et puis, comme objectif aussi, c'était 4-6 étudiants pour pouvoir avoir 4-5 groupes et pouvoir gérer donc une promo un groupe TD d'une trentaine. Et puis, donc, il y a 2 sous-groupes qui vont s'affronter. Donc, la durée, j'en ai déjà parlé. Donc, bien sûr, il y a des objectifs pédagogiques qui ont été aussi écrits, donc je ne vais pas vous les commenter, mais dans mon cas particulier, il y avait en effet connaître, appliquer différents mécanismes d'extraction, et aussi de pouvoir travailler sur la quantité de matière, l'enrichissement qu'on pouvait faire, et tout en travaillant les compétences comportementales. Donc je vais vous présenter le jeu. Alors, vous avez ici un visuel des étudiants en situation de jeu. Donc comme vous pouvez le voir ici, ils vont jouer donc 3 par 3. Mais avant d'arriver à ce jeu, en réalité, ce jeu a été très simple à concevoir parce que c'est un peu l'évolution de mes séances de TD sur plusieurs années d'enseignement. Donc quand j'ai fait l'UE, quand on a monté l'UE, il n'y avait pas de contenu pédagogique. Donc au tout début, je travaillais sur des modes opératoires. Alors on peut prendre le mode opératoire un petit peu comme une recette de cuisine où on doit aligner des différentes étapes. Et avec les étudiants, je leur faisais commenter donc ce mode opératoire en disant, voilà, premier au début, expliquez-moi pourquoi on fait ci, on fait cette étape-là. Après, dans l'évolution des DD, je me suis dit, mais c'est pas mal en effet de travailler sur la compréhension du mode opératoire, mais si finalement je posais un autre exercice où cette fois je mélange mes différentes étapes et je leur redemandais de les mettre dans l'ordre. Donc, ça a donné lieu à des nouveaux exercices qu'on traitait en TD. Et puis à un moment donné, je dis, maintenant, si on poussait un peu plus loin le raisonnement, comme on abordait des concepts différents, est-ce que si je mélangeais 2 modes opératoires, complètement différents, est-ce qu'on ne peut pas demander aux étudiants de retrouver les différentes étapes pour les différents modes opératoires et de les remettre dans l'ordre? Et là, j'avais vu une adhésion assez forte au niveau des étudiants, en disant, en effet, c'est assez sympathique d'aller réfléchir comme ça un peu plus poussé que de tout simplement lire et dire, bon, ok, je comprends parce que je lis, mais de reconstruire, c'était pas si évident que ça. Donc voilà, tout ça, on est venu finalement à l'idée de, je vais faire un jeu, et je vais découper un petit peu ma séance de TD, ce que je faisais, avec des cartes. Donc, comme on a ici, donc, voilà, on va créer des cartes. Et donc, il y a des cartes qui vont être des cartes opérationnelles. Donc, par exemple, ce serait battre les œufs, agiter, etc., etc. Donc, il y a des étapes opérationnelles. On va avoir des cartes solvants, on fait de la chimie, donc bien sûr il y a des solvants, donc on a de l'eau, il y a de solvants. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les cartes, on peut travailler aussi d'autres aspects, puisqu'en chimie, l'aspect sécuritaire est très très important. Donc on a toute une iconographie qui va être aussi montrée sur la carte. Et puis on va donc, au niveau des cartes, on va avoir une information, donc les cartes cartouches, ce sont les cartes les plus importantes, avec aussi des descriptifs. Et ces descriptifs, c'est ce qui va me permettre d'avoir des missions plus ou moins compliquées et des extensions du jeu dans le futur. Parce qu'on va pouvoir les chercher sur des points de détail un peu plus poussés par rapport aux informations qui sont écrites là. Donc ça, je passe aussi d'autres types de cartes qu'on va avoir. Mais ce qui va être important, c'est que les étudiants, ils ont des cartes et ils vont avoir des missions à remplir. Donc dans la mission, vous avez une première phase qui est visible avec un titre descriptif. On va voir aussi ici le nombre de cartes que l'étudiant devra poser. Et les cartes, elles vont dire, dans la question de mission, il y aura 6 cartes rouges, donc 6 cartes opérationnelles. Il y aura une carte cartouche qui sera verte à mettre. Et il y aura donc 4 cartes bleues, par exemple.
Et on va avoir de l'autre côté de la carte la description de la mission. Donc là, on parle d'extraction d'hydrocarbures dans une eau de consommation. Et on vous dit que, bah, voilà, que la quantité d'eau qu'on a au départ, et puis quelle concentration on veut atteindre sur la fin. Et on va avoir une information ici donc sur la molécule, avec aussi bah, un niveau de difficulté qui va être défini. Je discuterai après sur ces niveaux de difficulté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les étudiants, ils vont avoir leur carte. Par groupe de 3, ils vont réfléchir à leur mission, à l'enchaînement de leur carte. Et c'est comme en cuisine. Quand on fait un gâteau, on a des ingrédients, on peut les mélanger dans n'importe quel ordre, on arrive à un gâteau parfois. Et ben là, c'est un peu pareil aussi avec la technique. Soit on n'a pas les bons ingrédients, ben on n'arrivera pas sur la bonne recette, donc ça ne figurera pas dans les solutions qui sont là. Mais on va avoir des solutions qui sont plus ou moins élégantes et qu'on ne peut pas pénaliser parce qu'en termes de concept, l'étudiant, il a bien respecté le concept, mais en termes d'application, il y a un petit peu des nuances à avoir. En l'occurrence, ici, c'est un pouce levé, c'est quelque chose qui a bien marché, qui est très très propre. Donc ça pourrait être le gâteau qui soit bien consistant, bien bon, avec le bon aspect. Et puis on peut avoir ici, ben, on a un bon gâteau, on a une recette qui marche, mais pas tant que ça parce que le goût n'y est pas. Voilà. Et puis on peut avoir un peu l'inverse aussi, hein, on peut avoir quelque chose avec une tâche, c'est-à-dire quelque chose qu'on a bien extrait, mais qui n'est pas complètement purifié. Donc généralement, les étudiants ils n'accèdent pas à ces parties-là, c'est-à-dire que c'est au bout de quelques minutes, c'est-à-dire que les étudiants, donc, ils n'ont pas accès à cette partie visible de la carte. C'est le groupe d'en face qui réalise une mission en simultané, qui va pouvoir débriefer après avec les étudiants leur mission et on gagne. Alors, je voudrais, c'est vrai, j'ai présenté les jeux, mais je voudrais revenir un peu sur cette conception du jeu qui prend quand même pas mal de temps. Alors, bon, vous avez vu, ça prend du temps en termes d'infographie, hein, mais surtout sur la façon de procéder. Et là, on a été vite limité quand même par rapport aux combinaisons des cartes et d'avoir réajouté dans les règles un nombre de cartes rouges, de couleur à mettre, ça a limité quand même pas mal les solutions. Donc, comment il y avait eu aussi une chose qui avait été importante parce que j'en parle sur les diapositives d'après, mais la partie du bêta testing, c'est-à-dire que quand on a commencé à jouer, j'ai pris des étudiants volontaires, on s'est enfermé dans une salle une après-midi, j'étais venu avec mon appareil photo et j'ai filmé, alors c'est ce que j'ai mis ici, voilà, donc, et puis on a fait des débriefings à chaud, c'est-à-dire que déjà, j'ai interrogé les étudiants, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous paraît pertinent, pas pertinent? Il y avait un débriefing à froid aussi où j'ai regardé les images et je voyais qu'en termes de comportement, certains étudiants, puisqu'au début du jeu, bah, il y en avait 3 qui cherchaient, les 3 autres, ils surveillaient en quelque sorte. Bah, ça, on l'a fait évoluer par rapport au débriefing qu'on a eu, par rapport aussi aux images où j'ai vu que certains étudiants étaient complètement aussi inactifs durant la session. Donc ça a permis, c'est des éléments qui étaient importants pour justement réadapter au niveau des règles. Il y avait aussi un point qui était important et qui a été souligné au départ sur les aspects du débriefing. Ce qui s'est passé, c'est que là, en bêta testing, il n'y avait pas de souci, il y avait un seul groupe, j'étais présent, mais dès que on travaille je me suis mis à utiliser le jeu sur des groupes beaucoup plus importants, c'est poser la question de la disponibilité. C'est-à-dire que les étudiants, bon, ils ont des cartes, ok, ils ont des solutions, mais s'ils ne comprennent pas l'enchaînement des solutions, qu'est-ce qu'on fait? Donc généralement, l'enseignant, il doit être présent. Et malheureusement, quand on a des grands groupes comme ça, je ne peux pas être en même temps à toutes les tables. Et là, les étudiants m'ont dit, bah, ce serait bien d'avoir aussi une sorte de débriefing, de solutions un petit peu rédigées. Donc ça, vous avez un exemple ici d'explication de la mission que je distribue aux différentes tables. Je leur dis, bah, attention, si je ne suis pas disponible, bah, allez regarder votre solution et après, on en rediscute si vous ne comprenez pas cette table de solution. Dans les évolutions aussi, ils m'ont demandé de faire des plateaux de jeu. Donc ça, c'est un poster en format A0 qui a été imprimé avec des éléments du cours qui vont leur servir aussi à faire le jeu. Voilà. Alors, juste pour expliquer comment une séance se déroule, la séance elle va se dérouler, bah, j'ai mes règles du jeu que j'explique. Au niveau des missions, j'impose au tout début, c'est des choses que je ne faisais pas sur les premières fois où je faisais le jeu, où j'ai essayé vraiment de choisir sur les missions. Alors, les étudiants n'étaient pas bêtes, je choisissais des missions à 1 étoile, mais la phase de débriefing, c'est quelque chose que je pensais qui manquait. Donc, du coup, j'ai créé 2 missions
qui sont exactement les mêmes, mais avec des contenus différents, mais les solutions sont les mêmes. Et je dis aux étudiants, par exemple, choisissez la mission 1 et la mission 14. Chacun des groupes choisit la mission 1 et 14, et on va débriefer après sur les solutions. Et là, je vais leur dire, attention, vous voyez, les réponses, les solutions sont exactement les mêmes, et ça permet donc en effet de refocaliser un certain nombre d'éléments. Et après, pour la suite du jeu, les étudiants vont continuer à jouer avec donc les missions, 1 étoile, 2 étoiles, et puis ils vont monter comme ça au fur et à mesure. Il y a un comptage de points. Voilà, j'attire, pardon Arnaud, Oui. ton attention sur le fait que, voilà, au niveau timing, on est un peu juste. Oui. Et je rebondis aussi, j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait aussi qu'il y ait différentes étoiles sur les missions, hein, parce que moi j'ai observé une de tes séances, ça permet aussi en fonction de l'avancée du groupe de s'adapter en fait. Chaque groupe s'adapte en fonction du niveau qu'il a, donc c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant qui est dans ce jeu. Tu as tout à fait raison, Émilie. D'ailleurs, tu fais bien de prendre la parole, puisque comme tu as observé la séance, je pense que tu peux nous faire un retour, puisqu'on a sondé les. Je vais te laisser la parole. Et je vais te redonner peut-être la main. Ouais, non, ouais, bon. Ou je projette peut-être directement, ce sera Ouais, peut-être vas-y, simple. projette le temps que je veux bien, merci. Oui, du coup, j'ai pu observer une de tes séances et on a fait des enquêtes cette année. Et tu en avais fait les années auparavant, hein, parce que ça fait plusieurs années que tu fais évoluer ce jeu et que tu le proposes à tes étudiants. Donc, juste après la séance, là, il y en a 26 qui ont répondu, hein, tous ceux qui étaient présents, et qui, la plupart, donc, sont satisfaits et ont trouvé cette séance de TD plutôt plus efficace qu'une séance de TD classique. Et notamment pour le fait que ça leur a permis de mieux comprendre, de réfléchir, de percevoir leurs difficultés. On a reproposé une enquête juste après l'examen. Donc, il y a une des questions qu'on a fait ressortir sur la progression long terme. Donc, on voit là aussi que le retour des étudiants, c'est très positif. Puis, tu me disais aussi que toi, il y avait des étudiants, des anciens étudiants qui t'interpellaient encore sur ce jeu et que du coup, sur le long terme et sur l'augmentation, j'allais dire, de la performance sur les objectifs qui sont visés, tu avais vu une différence significative. Il y a deux questions du coup. Ouais, tout à fait. Bon, je vais en parler après, mais il y a pas de souci pour en parler maintenant. Donc, en effet, bon, les étudiants, quand je les recroise quelques années après, ils me reparlent encore du jeu. Ils disent, ah, c'est vrai que c'était bien, on avait cette séance de jeu, donc ça les a quelque chose qui les a vraiment, vraiment marqué. Ce qui est intéressant du point de vue enseignant, moi, c'est sur ces parties du cours. Au niveau de l'examen, j'ai vraiment vu un gap assez important parce que le jeu, il y a l'espace de TD, mais les jeux sont disponibles aussi. Donc, c'est une certaine limitation là, en termes de nombre d'exemplaires à disposition parce que j'utilise dans différentes formations ce jeu, mais les étudiants, pour certains, ont réemprunté le jeu pour aller retravailler au niveau des missions. Oui, et du coup, oui, alors il y en a 10% qui l'ont fait, on a vu. Alors, il y avait une histoire de difficulté physique à voir le jeu parce qu'ils étaient en alternance. Donc, tu as imaginé peut-être des évolutions justement par rapport à ça? Alors, les évolutions que j'ai imaginées, alors pas forcément sur le jeu. Alors, beaucoup d'étudiants me demandent si elles ne pouvaient pas l'avoir en format informatique. Donc, dans les évolutions, il y a des outils sur H5P d'association qui existent. Donc ça, j'envisage de refaire un outil H5P après le jeu aussi pour pouvoir réassocier. Mais surtout dans les évolutions que j'envisage, c'est sur la partie débriefing, qui est un élément qui est quand même important. C'est OK, il y a du texte qui est écrit au jour d'aujourd'hui, mais je voulais faire un débriefing un petit peu en format vidéo avec un QR code à l'intérieur où l'étudiant, en flashant avec son téléphone, va pouvoir aussi aller écouter l'explication détaillée au niveau de la mission, quoi. Oui, alors du coup, ce qu'on voit, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que vraiment les étudiants sont focalisés sur les missions, ils travaillent, certaines prennent des notes, ils sont vraiment sur le sens, donc le jeu fonctionne super bien. Il y en a beaucoup qui repointent comme intérêt la motivation, la simulation, l'interactivité. Au niveau de la conception, il y en a quand même deux qui parlaient des cartes bien faites. Le design du jeu aussi, ça a quand même son importance.
La disponibilité de l'enseignant, donc là, au niveau de l'animation, j'avais fait quelques retours encore pour améliorer là-dessus. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il y a le débriefing dont tu as parlé tout à l'heure sur une mission type. Et après, sur le reste des missions, tu as proposé aussi toute une feuille de correction hein, que tu avais abordée. Et la personne justement qui était un peu réfractaire au jeu, qui t'avait dit réfractaire au jeu, il est bien rentré quand même dedans, les missions, etc. Et après, j'ai vu qu'il regardait bien la feuille de correction et bien en détail, même des missions qu'il n'avait pas fait. Et je trouvais aussi que c'était de proposer ça, une approche pour un autre, pour un profil voilà, qui n'aimait pas spécialement jeu, une autre manière de rentrer aussi dans l'activité tout à fait intéressante. Tout à fait, cet étudiant-là en question, c'est vraiment ça qui lui a permis d'accrocher à la séance de TD, parce que au tout début, tu te rappelles, je t'ai dit attention, tu vois, il y a un étudiant qui rentre pas, il est très très négatif, et bon, c'est le même étudiant qui, la notion de badge, etc., n'appréciait pas du tout déjà ce que je faisais avant, c'est les badges qu'il pouvait gagner par rapport aux activités qu'il faisait en plus sur Claro Connect. Mais cet étudiant, dès qu'il y a eu en effet ces solutions qui ont été distribuées, tout de suite, il a vu le sens de pourquoi jouer. Et en réalité, moi, ce qui ressort beaucoup pour ce jeu-là, même les règles, je les explique même plus complètement sur le comptage des points parce que en réalité, sur les 30 ou 30 étudiants qu'on va avoir, il y a peut-être un groupe qui va vraiment s'efforcer à compter les points, etc. Mais les autres, tout de suite, ils voient le sens de, OK, on a des missions, je suis dans une projection de ce que je pourrais faire après dans mon futur professionnel, de créer des modes opératoires. Et ils se détachent en réalité assez vite sur cette notion de vouloir, de défi, de gagner. Et c'est plutôt dans vraiment, allez, j'applique mes connaissances et j'essaie de comprendre comment je les utilise. Vu que le temps passe, je vous propose maintenant de passer, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat, de passer sur le partage d'un guide pour la conception d'une activité ludo-pédagogique. Je voulais juste rebondir sur le dernier mot qu'a prononcé Arnaud, le mot sens, parce que c'est le mot meaning dans le modèle Octalysis, et c'est pas un hasard s'il est en haut pour Yukaishu. Et je veux dire, quand ils oublient les autres et que finalement ça fait sens pour eux, je veux dire, il n'y a plus la limite entre le jeu et puis la réalité quelque part. Moi, j'aurais juste aussi complété quelque chose, c'est qu'au départ, quand j'ai créé le jeu, tous ces concepts pédagogiques sur le jeu, pour moi, j'étais pas du tout au courant de quoi que ce soit. Hein. Ça a été après, c'était des étapes justement de progresser pas à pas et justement qu'on nous présente, qu'il y ait des guides de conception qui existent. J'aurais bien aimé être au fait de tout ça à l'époque, quand j'ai commencé à mettre en place ce jeu. Donc, je vais te laisser la parole et ça va être. Merci de cette transition, Arnaud. Donc, je vous présente le guide pour la conception d'une activité ludopédagogique qui a été fait par nos collègues de Louvain. Donc, il part de la motivation jusqu'à la diffusion. Et ce que je trouve intéressant et qui fait vraiment, je pense, la force de ton jeu, c'est le fait que tu sois passé par des bêta-tests et que tu aies aussi fait des évolutions successives. C'est ce qui nomme la conception itérative, en commençant par le prototype du support du jeu, le prototype d'animation, de débriefing, et puis bien sûr l'évaluation à la fois du volet ludique et du volet pédagogique. Donc vous avez le lien pour retrouver l'ensemble de ce guide et il est aussi dans le Miro, dans les éléments bibliographiques. Donc je vous invite vraiment à tester avec quelques étudiants intéressés la première version. Donc, afin de guider l'enseignant, il y a Alvarez et Chaumette. Vous avez aussi les références dans le Miro, qui ont réalisé un guide sur lequel se sont appuyés encore une fois nos collègues de Louvain, qui est à la fois utile, je pense, quand on en a fait son activité, hein, pour l'évaluer, son activité là, plutôt ludopédagogique, mais aussi, comme tu disais, bah, ça peut aider à se poser bien les questions, voir les contours au moment de la conception, de la réflexion sur l'animation de ce jeu. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a on va se questionner sur 5 dimensions. La pédagogie, donc le jeu sous-entendu, sous-entendu vraiment le support, le contexte, l'apprenant, du point de vue de l'apprenant et de l'enseignant. Et on va aussi le faire sur
les 5 temps de l'activité, donc la phase en amont, souvent sur laquelle on pense bien, la conception du scénario, mais réfléchir aussi comment on va introduire le jeu. Hein, les règles, il faut quand même bien les expliquer pour que les étudiants, par exemple, rentrent dans l'activité. Comment on va animer, comment on va débriefer, sur quelle partie on va insister, et après sur l'évaluation à la fois de l'apprentissage et du jeu. Donc là, voilà, je vous invite en fait sur chaque case, il y a des questions à se poser. Donc je vous invite à aller en ligne sur le lien qui était noté, qu'on peut peut-être vous remettre dans le chat, à aller voir au moment d'une création ou de l'évaluation vous de votre activité, les questions. Si on en prend quelques-unes ensemble, ben, on y revient encore. Hein, c'est définir les objectifs. Hein, ça avait été dit par beaucoup d'entre vous, mais voilà, bien réfléchir aux objectifs ciblés par le jeu, c'est vraiment la première question à se poser, voir comment ils s'intègrent dans l'ensemble du dispositif. Quelles vont être les étapes clés qu'il va falloir rejouer dans le débriefing, hein, notamment quand il y a des éléments immersifs, il faut parfois souligner les étapes qui ciblent les objectifs pour voir vraiment que les étudiants ancrent les éléments clés de ce qu'on veut. Et au niveau de l'évaluation, voir si le jeu a été facilitant pour l'acquisition des objectifs et voir en termes d'objectifs ce qu'il en est. Alors ce guide est très intéressant, hein. Là, on est limité par le temps, donc je vous invite vraiment à le regarder plus en profondeur avec les questions au moment voilà, où vous réfléchissez à votre activité ou vous voulez la re-questionner. Et je vais laisser la main du coup à Florian pour faire l'activité de clôture qui va conclure ce web rendez-vous. Et notamment, on va vous demander de faire une histoire en 6 mots euh, pour voir ce que vous retenez de ce web rendez-vous. Alors, on va vous laisser à peu près 10 minutes pour ça. Donc, je vous invite voilà, à prendre un post-it comme tout à l'heure. On va vous remettre le lien du Miro dans le chat. On peut rappeler la règle, s'il vous plaît? Oui. Arnaud, tu veux nous la rappeler ou je la La rappelle? règle, c'est simplement donc en 6 mots une, une petite phrase qui résume ce qu'on la web session de cet après-midi, hein, ou les éléments forts que vous y voyez. Alors, Jean-Yves, je ne sais pas si tu peux remettre le lien du Miro, peut-être, sur le chat. Alors, je vous invite donc du coup à faire votre histoire en 6 mots. Une deuxième partie, quelles questions vous restent en suspens? Qu'est-ce qui vous reste là en partant? Et aussi, quelles idées et inspirations d'activités, de ludification, d'activités ludopédagogiques cela vous inspire? Alors j'en profite, je vois une question sur les flashcards. Donc il y a une question sur la ludification via Moodle. Je ne sais pas si, si la personne de quel établissement elle est pour voir s'il y a des formations associées, ça dépend peut-être de l'établissement. Donc éventuellement préciser dans le chat. Oui, c'est moi, je suis à Lyon 1. C'est juste que Oui, alors à Lyon 1, il va y avoir une là, je formation en connaissais pas autonomie. du tout le truc qui s'appelle H5P dont a parlé Arnaud. Et j'ai vu vite fait qu'on pouvait faire des flashcards, mais j'ai aucune idée de comment faire. Et s'il y a des formations, je suis preneuse. Il y a des Ouais, tutoriels bah, il va y avoir une qui vont arriver. formation, pardon, il va y avoir une formation en autonomie qui va s'ouvrir prochainement pour, voilà, sur les dialogue cards sur H5P. Donc, regardez bien la lettre. D'ici un mois, je pense que voilà, ça sera bon. Est-ce que tu veux, Florian, peut-être on a le temps de faire le vote sur l'histoire en 6 mots? Je pense que la plupart ont le temps de mettre. On peut prendre 2 minutes peut-être pour voter chacun sur l'histoire qui nous paraît Ouais, je prépare ça. la mieux. Hmm, c'est où? Là. Tu peux laisser.
Alors, les financements, pareil, je ne sais pas si les personnes sont d'où, mettez dans le chat, en fonction de l'établissement aussi, ça peut Mettre être 3 votes. différent. Alors moi, le financement, je peux en parler parce que ça s'est fait en deux étapes. Donc, il y a eu au départ une première version qui avait été faite avec l'infographie, mais une impression sur un poster A0 plastifié et que ICAP a tout découpé les cartes. Et après, on est repassé par un appel d'offres au niveau de l'Université de Lyon complet, hein, où il y a eu un budget quasiment de 1000 euros et ça a permis l'édition de deux jeux différents avec une vingtaine d'exemplaires de jeux de cartes. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Tu nous dis juste comment voter. Alors Oui, là, vous avez normalement quelque chose où enfin, je te laisse dire. c'est ça. Donc là, la session de vote a commencé normalement. Donc on peut aller voter en fait juste en cliquant sur un petit plus. On peut voter jusqu'à trois histoires. Voilà, il y a une petite minute, 1 minute 30 encore là de vote. Donc ceux qui vous plaisent le plus, voilà, vous avez possibilité de voter là sur les histoires en 6 mots qui vous parlent le plus. Alors, je vois qu'il y a Je ludifie, ils apprennent en s'amusant. Il y a déjà 2 votes. Excusez-moi, j'arrive pas à voter, vous pouvez répéter? Normalement sur l'écran, si mon micro est ouvert, normalement sur l'écran vous avez un prompt avec une indication pour voter. Vous pouvez cliquer juste sur le bouton Join et là il va y avoir des plus en dessous de chaque post-it et chaque plus En fait, il se trouve donne que moi, un j'ai vote. cliqué à côté et du coup, le pop-up a disparu. De toute Du coup, façon, je il va peux pas rester aller. 5 secondes Et de toute façon, on va avant la devoir. fin du vote, donc Ouais, tu peux peut-être justement terminer là qu'on voit les résultats. ouais. Alors, le gagnant, c'est quoi? J'arrive pas bien. Oui, je Je ludifie, ils ludifie, apprennent en s'amusant. c'est ça. Donc, bravo à celui qui a proposé ça. Pas Et loin derrière, hein, ensuite, 8 votes en jeu, 8 votes. mieux. Certains apprentissages passent mieux. Voilà. C'est ça. Et voilà, avec le nombre de résultats. Merci, bravo à ceux qui avaient proposé ça. Je ne sais pas si vous voulez vous faire connaître dans le chat ou voilà. Et je vous propose qu'on conclue ce web rendez-vous. Est-ce qu'il y a des... Ouais, on arrive à la fin. Mhm. Peut-être juste un mot sur une réponse à une des questions posées. On répondra sans doute pas à toutes, mais est-ce qu'on peut être accompagné pour ludifier nos cours? Bah oui, dans vos établissements, il y a sûrement un service universitaire de pédagogie ou un équivalent, KPA à l'UCLI, SPS à Lyon 2, ICAP à Lyon 1, etc. Et voilà, je pense que ces services, ils sont là pour vous accompagner. Tout à fait. Alors, je vais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là à voir? Ça bouge là, je vois plus. Je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre que les étudiants soient démotivés pour faire des jeux, mais qu'au contraire, c'est un des points qu'a soulevé Arnaud. La recherche montre que l'attention baisse au bout de 15-20 minutes dans le meilleur des cas, et que donc mettre une activité cognitive, même brève, au bout de 20 minutes ou une demi-heure, est un moyen qui va aider les apprentissages.
Ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit aussi, si on fait du jeu, c'est que les étudiants sont vraiment plus motivés avec un point d'interrogation. Peut-être aussi simplement que c'est humain d'apprendre en jouant. Comment? Peut-être simplement que c'est humain d'apprendre en jouant. Pour moi, c'est surtout plus efficace d'apprendre en jouant. Pas certaine que ça soit tout à fait les mêmes réseaux cérébraux qui sont sollicités lors du jeu et lors de l'apprentissage, mais en tout cas, ça permet d'ancrer l'information. Moi, je rajouterais la peur de répondre, les étudiants par le jeu, parce qu'en réalité, c'est qu'une scénarisation à ce que j'ai montré comme outil, hein, mais les étudiants sont beaucoup plus engagés, ils n'ont pas peur de répondre. Alors que si on pose une question comme ça, on s'arrête au bout d'une 20 minutes, demi-heure, on pose la question à tout l'amphi, bah, je ne suis pas persuadé que tout le monde réponde. Alors que là, on arrive quand même s'il répond tout seul sur sa feuille de papier, etc., ou via un mur de mots, bah, il répond. Et il n'a pas peur de se tromper, quoi. Ouais, bah, ça permet de diversifier en tout cas les approches et voilà, Si je peux me permettre, moi, c'est exactement ce que j'avais mis pour les 6 mots là, mais personne n'a voté pour moi. J'avais mis prendre confiance. Et effectivement, je crois qu'on a un vrai enjeu autour de l'évaluation des étudiants qui n'est pas toujours vu de façon très positive, probablement parce que le système scolaire attribue des notes et que les étudiants ils associent des notes à leurs valeurs. Et je trouve que passer par le jeu, justement, ça permet de casser ces représentations-là et de donner aux étudiants confiance dans leurs connaissances. Bah, merci beaucoup pour ce joli mot de la fin. Avant de se quitter, on vous informe du prochain web rendez-vous qui aura lieu le 6 avril de 14 h à 16 h. Ça sera les chemins de l'approche par compétences, retour d'expérience. Donc, on peut peut-être quelqu'un vous partager le lien pour vous inscrire dès maintenant et vous aurez les informations par les différents services de vos établissements. Et on vous invite également, afin d'améliorer les prochains web rendez-vous, de voir les thématiques qui vous intéresseraient, de compléter le questionnaire d'évaluation de ce web rendez-vous qui s'affiche aussi et qu'on va vous partager sur le chat. Eh ben, merci à tous et toutes pour votre participation et merci beaucoup à Arnaud pour ton retour d'expérience et pour les échanges riches qui ont eu lieu. Et voilà, merci de bien compléter le questionnaire pour nous aider à avancer. Et merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Elodie. Merci.